Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 9. Quelle filière pour les semences paysannes ? Les semences paysannes, si vous ne savez pas exactement ce que c'est, il faut aller écouter l'épisode 4 de ce podcast avant. Vous comprendrez mieux, je pense, pourquoi on se pose toutes les questions qu'on va se poser dans ce podcast. Dans cet épisode, on va parler de filières semences paysannes, mais ça va être que des filières céréales, parce qu'en fait, c'est ce qu'on connaît le mieux, et surtout ce que Emma a étudié plus en profondeur. Parce que les céréales et les potagères, c'est pas du tout la même chose. Peut-être qu'un jour on fera des filières potagères, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les céréales. Alors, si on parle de filière semences paysannes, en fait ce qu'on remarque, c'est que depuis les années 2000, il y a une augmentation du nombre de paysans boulangers, parce qu'ils ont remis la question du pain, la question des semences au goût du jour, de la graine jusqu'à l'assiette. Voilà, la question de quelle semence, quel pain, comment on se nourrit, vraiment sur toute la filière de la production à la consommation. Beaucoup de paysans boulangers qui ont commencé à remettre ces questions au goût du jour, et en fait ils ont commencé en utilisant des variétés population qu'ils transforment eux-mêmes en farine à la meule de pierre. Ils font du pain en le pétrissant à la main, avec une pousse au levain naturel, 100% naturel le plus souvent. Ils utilisent des fours à bois et ils font souvent de la vente directe et locale. Tout ça, c'est le contexte d'émergence du métier de paysan boulanger depuis les années 2000. Et en fait, certains sont devenus assez connus dans le monde des semences paysannes et ça a fait monter un petit peu en puissance cette question des semences paysannes, et il y a une demande de consommateurs de plus en plus croissante pour des pains de qualité issus spécifiquement de ces semences. Alors ça intéresse aussi finalement des agriculteurs qui ne sont pas des transformateurs, parce que si vous avez écouté notre premier épisode et puis d'autres, vous aurez compris que les semences paysannes, elles ont des intérêts agronomiques, donc il y a des agriculteurs non boulangers que ça intéresse aussi. Et puis, comme ça représente beaucoup de travail d'être paysan, meunier, boulanger, commerçant, il y a des agriculteurs qui veulent pas avoir tous ces métiers en même temps. Donc, il y a des paysans qui veulent cultiver des semences paysannes sans être paysans boulangers. Et il va bien falloir qu'ils trouvent des acheteurs pour le grain qu'ils produisent. Et d'un autre côté, il y a aussi des boulangers qui veulent faire du pain avec des variétés paysannes, mais qui sont pas paysans, qui sont pas agriculteurs, mais parce qu'ils ont cette idée de soutenir la biodiversité cultivée, d'aller vers une agriculture biologique, une qualité de pain et d'agriculture, que tout ça, ça va ensemble. Donc avec des paysans qui veulent pas être boulangers et des boulangers qui veulent pas être paysans, mais tous ces différentes personnes qui veulent travailler avec des semences paysannes, eh bien en fait, il faut créer des filières. Ce qu'on remarque souvent, c'est que ces filières à base de semences paysannes, elles sont très souvent courtes et ou territorialisée. Alors là, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'une filière courte ? C'est quand il y a moins de 2 intermédiaires entre le paysan et le consommateur. Et les filières territorialisées, elles peuvent être longues. Par contre, elles sont inscrites dans un territoire qui est plus ou moins défini. Mais souvent, le territoire, c'est pas national, c'est à l'échelle plutôt départementale ou régionale. Voilà, donc ce sujet des filières semences paysannes, c'est un sujet qui gagne en notoriété. Comme il y a des acteurs plus gros qui s'y intéressent, on va avoir des filières qui vont aussi pouvoir éventuellement se développer avec des opérateurs plus gros, des filières plus longues, avec des intermédiaires comme des coopératives ou des autres organismes de collecte, des moulins industriels et des boulangeries entre guillemets classiques qui veulent développer des gammes de qualité spécifiques pour leur pain. Donc voilà, ce contexte fait qu'il y a différents types de filières en fait qui se développent autour des semences paysannes. Et dans cet épisode, on va voir quelles sont les questions qui se posent justement aux acteurs qui veulent structurer des filières
autour des blés paysans, quelles difficultés ils rencontrent, enfin voilà, quelles exigences ils se donnent, etc. Et pour ça, nous avons une invitée spéciale. En fait, c'est Emma, voilà, de D'une graine aux autres. Parce que Emma, quand elle était ma stagiaire à l'ITAB, elle a fait son mémoire de fin d'études justement sur ce sujet-là. Donc Emma, tu vas nous en parler aujourd'hui de ces filières blé paysans. Alors c'est vrai que c'était en 2018, donc que ça a évolué depuis, mais grosso modo, les réflexions sur la construction de ce type de filière, en fait c'est globalement toujours les mêmes depuis ton mémoire. Oui, complètement. Alors, pour la suite de cet entretien, on va souvent parler de filières céréales paysannes. C'est pas vraiment exact, vous aurez compris que c'est des filières de céréales issues de semences paysannes, mais du coup, comme c'est un peu long, on va utiliser filières céréales paysannes. Alors, Emma, du coup, pour nous parler de ton travail, déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu as fait pendant ton mémoire ? Et du coup, pendant ce stage de fin d'études, je suis allée un peu partout en France pour rencontrer des organisations, des groupes qui étaient en train de construire des filières autour des blés paysans, qui étaient en train de construire ou qui en avaient déjà construit. Et donc le travail de recensement, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était le réseau Semences Paysannes qui avait entendu que certaines filières existaient et qui les connaissaient, et qui donc avaient envie de savoir un petit peu plus quels étaient les enjeux autour de ces filières-là, les questions qui se posaient, comment ils avaient fait pour monter les filières aussi. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée leur rendre visite pour comprendre comment ils se structuraient. Donc c'était très chouette, parce que je suis allée vraiment du nord au sud de la France, rencontrer les personnes. Donc parfois, j'allais suivre des réunions des groupes, et puis parfois je rencontrais plutôt des personnes individuellement qui me racontaient comment ça se passait chez eux, quoi. Ok, et t'as analysé tout ça pour voir un petit peu quels étaient les points communs, les différences, les questions que se posaient les gens, comment ils répondaient à ces questions, etc. Voilà, l'idée c'était de faire une photo entre guillemets de la filière à un instant T, et voilà, de comprendre où est-ce qu'ils en étaient dans la filière, quels étaient les acteurs qui faisaient partie de cette filière-là, quelles questions ils se posaient, est-ce qu'ils avaient des difficultés, à qui ils vendaient. Ok, du coup pour commencer, quels sont ces acteurs que tu as rencontrés, enfin peut-être certains, et alors de manière plus peut-être générale, quels sont les types d'acteurs qu'on retrouve dans ces filières céréales paysannes, au moins dans celles que tu as rencontrées? Déjà, c'est un peu comme pour les semences paysannes, il y a une grande diversité d'acteurs qui travaillent autour de ces filières-là. Estelle, tu en as mentionné déjà quelques-uns, mais en gros, la base de ces groupements-là, c'est toujours évidemment des paysans et des paysannes qui cultivent des semences paysannes. Et ensuite, c'est tous les acteurs de la chaîne de transformation en fait de ces céréales-là. Donc on pense très souvent au blé, donc au pain, mais en fait pour arriver au pain, on peut avoir des coopératives qui vont collecter le blé chez les agriculteurs et qui ensuite vont se charger de le vendre à des moulins. Donc ensuite on peut avoir des moulins dans ces filières-là, et puis ensuite on arrive au boulanger. Et aussi, on peut avoir des distributeurs, donc c'est-à-dire des structures qui achètent de la farine, par exemple, et qui la revendent à des consommateurs comme des Biocoop ou des choses comme ça. Et en fait, après, il y a une grosse diversité de comment ces acteurs font collectif ensemble. Parfois, on peut avoir des boulangers qui vont venir voir des agriculteurs et qui vont leur proposer d'acheter leur blé ou leur farine. Et donc là, ça fait une filière, comme on disait, plutôt courte, ouais. Parce qu'il y a très peu d'intermédiaires. Mais j'ai pu rencontrer des collectifs où il y avait quand même un assez grand nombre d'acteurs. Je pense notamment là au collectif, un collectif du nord de la France, où donc il y avait un groupement d'agriculteurs qui discutaient à travers une structure qui s'appelle l'ADR Nord. Et l'ADR Nord ensuite était aussi en lien avec des boulangers, mais aussi une coopérative qui s'appelle Biocer. Et cette coopérative, du coup, elle faisait le travail de mouture, c'est-à-dire qu'elle écrasait le grain des paysans, et ensuite elle le vendait aux boulangers. Et donc dans ce cas-là, de la filière des paysans de l'ADR, de Biocer et des boulangers, c'était plutôt un travail qui était parti des paysans de l'ADR,
qui ensuite sont allés chercher des semences dans une banque de graines et qui l'ont cultivée. Et ensuite, ils se sont dit, ah, mais maintenant qu'on a assez de quantité, à qui on va bien pouvoir vendre ces blés paysans. Mais il peut y avoir aussi d'autres formes de création du collectif. Je pense notamment à un groupement de Bourgogne, où c'était des agriculteurs de Bourgogne qui aussi faisaient des semences paysannes. Et là, c'est un acteur plutôt industriel, qui s'appelle Selnat, qui est venu voir un des agriculteurs du groupe et qui a dit « Ah, moi, ça m'intéresserait de transformer des semences paysannes ». Et ensuite, ils ont décidé de faire collectif, mais c'était une demande plutôt là du transformateur plutôt que des paysans. Donc voilà, il peut y avoir une grosse diversité de structuration des collectifs et aussi une grosse diversité de quel type d'acteurs sont présents dans ces filières en fait. Ok. Et là, ce que tu dis par rapport à Selnat, c'est que l'agriculteur à qui on a posé la question, il s'est retourné vers son groupe pour faire vraiment collectif. J'entends vraiment cette notion de collectif, au moins d'agriculteurs dans ce que tu dis, mais on le verra peut-être après aussi de filière. La filière aussi peut être vue comme un collectif en tant que tel. Complètement. Avec tous les acteurs qui discutent entre eux. Oui, et d'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode 4 du coup sur les semences paysannes, c'est vrai que c'est une valeur forte des personnes qui travaillent sur les semences paysannes. Ces semences, elles sont gérées en collectif et les prises de décision, elles sont faites en collectif. Et donc typiquement, l'agriculteur vers qui Selnat s'était tourné, il a dit moi en fait... tout ce travail-là, il est sur les semences paysannes, il est issu d'un travail collectif et donc je veux pas prendre la décision moi tout seul de vendre en unilatéral mes blés paysans. Je veux que le collectif puisse avoir son mot à dire sur comment ils sont transformés, à quel prix, voilà, mais on va en parler. Et avant du coup de parler de toutes ces questions, on va commencer par le début, par les variétés qui sont dans ces filières. On parle de variétés paysannes, mais moi ce que je vois des fois dans des boulangeries aujourd'hui, je vois par exemple du pain de rouge de Bordeaux. Alors nous qui sommes un petit peu dans le domaine, on se dit ah oui c'est bien, mais le rouge de Bordeaux, déjà il en existe plusieurs sortes, et puis c'est une entre guillemets variété paysanne, mais elle n'a pas toujours de diversité, et puis tout le monde en parle, donc tout le monde veut celle-là pour la boulangerie. Donc est-ce que c'est encore vraiment une variété paysanne? Alors que par exemple alors peut-être des gens qui sont peut-être plus paysans boulangers, ils utilisent souvent des mélanges, vraiment des choses très diversifiées, des populations paysannes. Alors voilà, la question c'est quelles sont les variétés dans ces filières? Qu'est-ce qu'on met derrière le terme variété paysanne dans ces filières céréales paysannes? Alors ça oui, effectivement, c'est une grosse question qui traverse les acteurs et les paysannes du réseau Semences Paysannes. C'est est-ce qu'on veut retrouver la variété qui était cultivée sur notre terroir à telle époque, ou est-ce que justement on fait des mélanges parce qu'on veut remettre de la biodiversité dans les champs? Et donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les collectifs, ils essayent de trouver un équilibre entre ces deux notions. C'est-à-dire que déjà, il y a des endroits en France où en fait on n'a pas retrouvé de variétés qui étaient cultivées à cet endroit-là. Estelle, toi du coup tu parlais d'un groupe qui s'est constitué à Belle-Île, où en fait ils veulent relocaliser la production de blé sur l'île. Et donc, premier réflexe, souvent, c'est d'aller chercher, est-ce que dans les banques de graines, il y a des variétés qui étaient cultivées à Belle-Île qui sont stockées? Et non. On n'a pas trouvé. Voilà, parfois on ne trouve pas, donc on est obligé de réutiliser d'autres populations, d'autres variétés qui viennent pas forcément du lieu. Et aussi, il y a des groupes qui se disent, nous, on veut en fait des variétés qui sont adaptées à notre terroir. On veut des populations qui nous permettent d'avoir une grande adaptabilité au climat, à l'année aussi, aux années différentes et aux conditions différentes selon les années. Donc ça, elles sont pas forcément locales, mais en fait elles correspondent très bien agronomiquement. Voilà. Et puis c'est ce qu'on a expliqué, je crois, dans le premier épisode, que en fait, je crois que je donne toujours cet exemple-là, mais des paysans bretons qui avaient essayé plein de variétés qui venaient de plein d'endroits différents, et en Bretagne, il y avait un blé d'Afghanistan qui fonctionnait très bien. Les semences ont toujours circulé avec les humains, donc aujourd'hui on peut toujours fonctionner comme ça. Ce qui compte, c'est ce que tu dis, l'adaptabilité au terroir, donc. Et
Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces cas-là, ça introduit aussi la notion de création, entre guillemets, variétale ou création de nouvelles populations par les groupes de paysans. Oui, et d'ailleurs le groupe dont je parlais tout à l'heure de la DEAR, ça a été aussi leur réflexe au début de sortir d'un centre de ressources génétiques des blés qui étaient originaires de leur région du Nord. Et en fait, déjà c'est une région qui a subi l'industrialisation très rapidement. Parce qu'il y a des terres très riches, ça a toujours été des terres assez céréalières en fait, et du coup de faire des grandes parcelles avec des grosses machines, c'était bien adapté. Mais du coup, ils ont perdu plus vite leur variété patrimoniale que à certains endroits. Ah oui. Et du coup, ça a été un peu compliqué pour eux d'en retrouver, mais ils en ont retrouvé un peu. Mais au final, ce qu'ils ont utilisé pour leur filière, c'était des populations, donc des mélanges, et ils n'ont pas finalement mis en avant le fait que c'était historiquement des variétés qui étaient cultivées dans le nord et c'est pas finalement ce qui les intéressait tant que ça quoi. Mais il y a d'autres filières qui font le choix aussi, puisque ça peut être un argument marketing quoi, de se dire ah oui on va utiliser le rouge de Bordeaux ou je sais pas quelle autre variété parce qu'elle était cultivée dans le coin. Donc je dirais que c'est plutôt un équilibre entre les deux, mais qu'il y a une grosse attention à mettre en avant la biodiversité cultivée et les semences paysannes plutôt que quand même un nom de variété. Et alors, c'est bien, mais du grain de variété population ou du grain de variété moderne, quand il arrive chez un transformateur, il n'y a pas énormément de différence. Enfin, en fait, on le voit bien au champ, mais en grain, c'est plus difficile, je crois. Alors, comment on contrôle, entre guillemets, la qualité des produits ou le fait que le blé, le grain qui est livré, c'est bien du grain issu de variétés paysannes? Alors ça, effectivement, c'est aussi une question que beaucoup de collectifs se sont posés. Mais disons que c'est quand même des filières un petit peu plus longues ou un petit peu moins territorialisées parfois qui se créent. Mais c'est quand même des filières où tous les acteurs sont capables de se rassembler autour de la table et de discuter entre eux. Et du coup, il y a aussi souvent une notion de confiance qui est assez importante. Et ensuite, il y a aussi des filières qui font le choix d'utiliser ce qu'on appelle des systèmes participatifs de garantie. C'est le cas de la filière Flore des Peyras. Donc ça, c'est une filière qui est basée dans le sud. Flore des Peyras, c'est de l'Occitan. Et en plus, il y a des agriculteurs qui utilisent des variétés conventionnelles et d'autres qui utilisent des variétés paysannes. Et donc, c'est via ce fameux système participatif de garantie qu'il y a une forme de contrôle entre pairs qui se met en place. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le système qui est utilisé par Nature et Progrès, par exemple, pour se certifier. Donc c'est une façon de se certifier, de dire qu'un produit à telle et telle qualité, ou tel et tel critère, caractéristique. C'est ça. Mais plutôt que d'utiliser une structure externe qui vienne faire le contrôle, on se contrôle entre pairs. C'est-à-dire qu'on va se contrôler entre paysans qui font la même chose, ou on va se contrôler entre consommateurs et paysans qui consomment un même produit. Ok. Et contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, je crois, des systèmes participatifs de garantie, en général, ils sont souvent beaucoup plus exigeants que les systèmes avec contrôle extérieur, parce qu'il y a beaucoup plus de réflexion, je crois. C'est aussi dans la discussion et c'est plus global, mais voilà, j'ai l'impression souvent plus exigeant. Oui, complètement. Et donc voilà, il y a un peu une notion de confiance, il peut y avoir un système participatif de garantie, mais aussi, comme je disais, souvent les groupes de paysans, ils sont accompagnés par une structure ou une association, souvent, qui les suit. Et donc l'association, elle peut aussi utiliser des bases de données qui recensent quelles semences ont été utilisées par tel et tel agriculteur. Et donc souvent, on sait ce que les agriculteurs ont cultivé. Et donc, on sait que ce qui part dans la filière, ça va être des semences paysannes, quoi. Ok. Et puis de toute façon, on va y venir, mais en transfo, certains ne s'y trompent pas. Oui. Non, mais en plus. Voilà, il y a des différentes caractéristiques de transformation, même si au niveau du grain, on ne le voit pas. Mais ce que j'entends, c'est que c'est beaucoup la confiance, parce que c'est un travail collectif.
et qu'on n'a pas vraiment intérêt à rompre la confiance, quoi, si on veut continuer de travailler ensemble. Complètement. Et on va en parler ensuite, mais il y a aussi des chartes très souvent qui sont rédigées. Donc les personnes, elles s'engagent en signant la charte à n'envoyer que des grains issus de semences paysannes. Ok. Alors justement, une fois que le grain est produit et qu'il est passé des agriculteurs qui l'ont cultivé à un transformateur, et la question de la transformation se pose, c'est-à-dire comment on transforme ces blés issus de semences paysannes. Est-ce qu'il y a une règle qui est partout la même? Est-ce que chacun fait comme il veut? C'est-à-dire, moi je pense il y a différents types de moulins, il y a différents types de fabrication du pain. Comment ça se passe? Quelles sont les questions que se posent les gens? Comment ils font leur choix dans ces filières? Alors il y avait une remarque qui était intéressante d'un groupe que je suis allée voir il y a pas longtemps, donc que j'avais pas rencontré pendant mon stage, qui s'appelle Triticum, donc ils sont en Normandie. C'était une paysanne boulangère qui disait oui, mais si on demande aux paysans d'avoir une grande exigence au niveau de la qualité du grain qui sont envoyés dans ces filières-là, il faut aussi qu'on ait une exigence forte dans le reste de la transformation. Et donc la plupart du temps, qui est pris comme décision, c'est de transformer à la meule de pierre. Au moins pour faire de la farine. Voilà, c'est de faire de la farine avec des meules de pierre et ensuite de faire du pain au levain. Parce que déjà, le levain, c'est aussi ce qui est le plus adapté pour transformer les blés paysans. Mais aussi, meule de pierre et levain, c'est des techniques qui ont fait leur preuve en termes de conservation de la qualité en général du grain, de qualité nutritionnelle, de digestibilité, etc. C'est dans la continuité de se dire on veut une filière la plus qualitative possible aussi pour la transformation. Et par exemple aussi... Très souvent, ce qui est décidé, c'est de n'avoir des farines que à partir de la farine T80. Pour résumer très rapidement, à partir du T80 et au-dessus, on a des farines soit semi-complètes, soit complètes. Et du coup, en termes de digestibilité, mais aussi de conservation de ce qu'il y a dans le grain, c'est plus intéressant. Il y avait une agricultrice qui disait moi j'ai pas envie d'avoir mis autant d'énergie dans la culture des blés paysans pour qu'ensuite on fasse une farine T65 qui va aller nourrir des poules avec le son qu'on n'aura pas mis dans la farine. Ok, ouais, ça illustre bien cette idée. Donc en fait la raison pour laquelle ils choisissent souvent ce type de transfo, c'est pour une raison de qualité. Oui, complètement. Et ça, je crois que l'association Triptolem travaille pas mal là-dessus. Si vous voulez avoir des infos, vous pouvez interroger l'association Triptolem en Bretagne et Grand Ouest. Ils ont produit pas mal de documents là-dessus. Ensuite, pour la transformation, souvent on se rend compte que ça représente un grand changement pour les boulangers, mais aussi parfois pour les meuniers, surtout pour les boulangers, parce que les farines qu'on va utiliser, elles vont être moins homogènes, moins régulières, et donc ça demande une grande adaptabilité de l'artisan qui les transforme. Et le levain aussi qu'on utilise, il va y avoir une modification du comportement du levain en fonction du temps qu'il fait, en fonction des jours. Des fois on sait pas trop pourquoi, mais ça va lever plus fort ou moins fort. Et donc ça demande un travail spécifique de la part de l'artisan. Et c'est ça aussi qui est valorisé à travers ces filières, c'est le métier en fait. Finalement, ceux qui utilisent ces farines-là, ils ont un savoir-faire qui ne laisse pas à la machine. Voilà. Ça valorise finalement la compétence humaine et le savoir-faire artisanal, quoi. Tout comme justement les semences paysannes, elles valorisent le savoir-faire de sélection de l'agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs. Voilà. Ça va dans la continuité. Et par exemple, ça demande un gros travail pour les boulangers. Et un autre acteur que j'étais allée voir pendant ce stage, c'était les moulins bourgeois. Du coup, c'est un moulin qui est quand même assez important en région parisienne, et donc ils ont une meunerie biologique. Un gros questionnement qu'ils avaient sur la transformation des blés paysans, c'était justement la formation des boulangers. Et ils disaient qu'en fait, en tant que moulin, s'ils voulaient transformer des blés paysans, il fallait aussi qu'ils s'engagent à former les boulangers pour déjà réussir à vendre leur farine, parce que sinon ils avaient peur de juste pas réussir à la vendre. Et en plus ils disaient oui, c'est une
une obligation entre guillemets qu'on a vis-à-vis de nos boulangers de présenter des techniques nouvelles qui vont avec des farines nouvelles qu'on pourrait vendre, quoi. Parce que pour eux, c'était vraiment totalement nouveau de proposer ce type de produit. Et eux, ils se sont adaptés finalement parce que c'est un moulin industriel qui est un gros moulin même à cylindre. Et pour la meunerie biologique, il me semble, ils sont passés sur 100% meule de pierre. Oui, tout à fait. Et donc oui, ça, Lauriane l'explique un petit peu dans l'épisode sur le levain. Les moulins industriels, ils ont plutôt tendance, enfin ils utilisent en fait presque tous des cylindres. Et c'est très différent des meules de pierre. Donc les cylindres, en fait, pour faire court, c'est vraiment deux cylindres qui se font face. Et on fait passer le grain au milieu de ces cylindres-là. Et on fait tourner les cylindres et ça va venir éclater en fait le grain de blé, tandis que la meule de pierre, elle, c'est une meule fixe et une meule tournante qui vient au-dessus et ça va plutôt venir écraser le grain que l'éclater. Ouais, donc éclater, c'est aussi rapide d'un coup sec, et écraser, c'est plutôt abraser tout doucement. Enfin, on voit un petit peu la farine qui se forme là dans ce que tu me dis. Voilà, et ensuite, après, comme c'est éclaté, toutes les parties, toutes les composantes du grain sont séparées. Tandis qu'avec la meule de pierre, c'est pas le cas, elles restent plutôt elles restent plus collées les unes aux autres, entre guillemets. Et ensuite, les meuniers qui utilisent des cylindres, ils recomposent une farine complète, par exemple, issue d'un moulin à cylindres. Le meunier, il va reprendre un petit peu de son, reprendre un petit peu de farine, et il va mélanger tout ça. Alors que sur meule de pierre, ça va pas se passer tout à fait comme ça, même si c'est tamisé ensuite. Ok. Eh ben, faudrait qu'on aille... C'est super intéressant et ça nous donne envie... Enfin, moi, ça me donne envie d'aller faire un épisode une fois sur les différentes... Enfin, voilà, la transformation, la meunerie et tout, pour voir toutes ces différences qui peuvent exister. Mais en tout cas, ce que tu as dit, ça nous guide déjà pas mal. Enfin, ça nous fait comprendre une certaine idée de la qualité qu'ont ces acteurs par rapport aux filières céréales paysannes. Une autre question qui est toujours travaillée par ces filières, donc là on a parlé du grain, de la transformation, d'accord, mais du coup à chaque étape, quand ça change d'acteur, il faut payer, on vend un produit, alors la question du prix, c'est super important je crois, à toutes les étapes de la filière. Alors comment ça se passe dans ces filières, entre les acteurs et jusqu'au prix final au consommateur ? Alors comme on disait, ces filières-là, c'est souvent des acteurs qui se mettent tous et toutes autour de la table en même temps. Et au final, c'est quelque chose qui peut être assez rare dans d'autres filières, dans le sens où on imagine tous les filières entre guillemets classiques comme des choses linéaires. Et donc par exemple, les agriculteurs vont discuter avec leur coopérative, la coopérative va discuter avec le distributeur, mais en fait l'agriculteur va très rarement discuter avec le distributeur par exemple. Et donc là, une des innovations de ces filières-là, c'est que l'agriculteur va être autour de la table avec le distributeur, le boulanger et puis le meunier par exemple. Voilà. Et donc il y a une notion qui peut se discuter de prix juste pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé vraiment dans toutes les structures que j'étais allée rencontrer. Et il y avait aussi une idée à l'échelle du réseau Semences Paysannes et une réflexion sur, en fait, ok, on fabrique un produit de qualité, mais on n'a pas envie que ce soit un produit de niche et donc qu'il soit pas accessible pour toutes et tous. Et donc il y avait en fait cette envie de rémunérer justement chaque acteur tout en ne faisant pas de bulles spéculatives, tout en faisant en sorte que y ait pas de profiteurs entre guillemets et de personnes qui se mettent à vendre des produits issus de semences paysannes à un prix très très cher juste parce que c'est issu de semences paysannes. Par exemple, il y a un travail qui a été fait entre l'association Graines de Noé et donc Selnat, l'acteur qui était venu voir un agriculteur, pour que d'année en année, il n'y ait pas plus de 5% de variation dans le prix par an. Et donc, en gros, ça permettait justement qu'il n'y ait pas de grosse inflation pour les consommateurs en bout de chaîne. Oui, il y avait aussi, j'ai entendu parler d'histoires de bulles spéculatives parce que, en fait, comme c'est une notion qui peut être à la mode par période, en fait, peut y avoir des gros acteurs qui, d'un coup, veulent beaucoup de semences paysannes et donc, ils vont être prêts à mettre un gros prix, ce qui fait que ça va déséquilibrer d'autres filières qui existent déjà.
Donc ce que tu es en train de dire, c'est que justement les acteurs au sein d'une filière contractualisent des prix sur 1, 2, 3 années, mais où celui qui produit s'engage à vendre à un prix et l'acheteur s'engage à acheter à un prix qui est fixé par avance et du coup qui ne bouge pas beaucoup. Oui, voilà, qui bouge pas énormément, ou en tout cas qui puisse toujours rémunérer l'agriculteur. Il y avait aussi cette notion de et si une année on a vraiment un gros coup dur et qu'on a très peu de récoltes, comment on fait? Est-ce qu'on augmente énormément le prix ou pas? Et donc ça c'est aussi des décisions à prendre en interne à l'échelle de la filière, mais ce qui était toujours important c'était de se dire ok, on en discute toujours de manière transparente entre nous. Et même on essaye d'être transparent avec le consommateur pour vraiment qu'il y ait une notion, alors là pour le coup pas d'égalité mais plutôt d'équité. Donc de dire bah voilà, là peut-être pour vous consommateurs ce sera un peu plus cher mais c'était une très mauvaise année pour les agriculteurs et donc il y a eu besoin d'augmenter un petit peu. Et ce que tu dis, ça me fait penser à des filières beaucoup plus courtes quand souvent des paysans boulangers n'ont pas assez de surface pour produire toute leur production. Du coup, ils refont une micro-filière, ils demandent à d'autres agriculteurs de cultiver des blés paysans et en fait, le prix, c'est pas seulement la quantité de grains qu'ils vont racheter, mais ils fonctionnent aussi avec donc du coup les boulangers ou les paysans boulangers paye à l'agriculteur une surface de multiplication plus un prix une quantité récoltée. Mais du coup, ça permet ça aussi de tamponner les mauvaises années tout en rémunérant de manière juste l'agriculteur. Voilà, et il y a vraiment beaucoup de manières en fait de réfléchir en ne suivant pas juste les cours du marché. Parce que ça aussi, c'est un sujet qui était revenu assez souvent, notamment toujours chez Graines de Noé, chez l'ADR Nord, mais aussi dans un groupe qui s'appelait Haute-Loire Bio, où en fait il y avait une notion quand même de territorialisation dans le sens où il y avait une critique de la mondialisation et des cours du prix du blé qui faisait que si on a une très bonne année, et ben voilà, les prix chutent complètement parce qu'il y a beaucoup de blé. Et ça, c'est des choses qui peuvent mettre en danger certaines fermes. Et il y avait une volonté de s'extraire de ça. Ouais, de sécuriser du coup le travail agricole et puis même dans le reste de la filière finalement, parce que c'est tout le monde qui peut trinquer. Mais on sait malheureusement que c'est souvent les agriculteurs qui trinquent le plus. Ouais, donc ok, discussion autour des prix pour sécuriser le travail au moins agricole et tout le long de la filière et aussi proposer un prix juste, le plus juste possible pour les producteurs et transformateurs et pas trop élevé pour qu'il soit acceptable par le consommateur. Oui. Il y avait aussi une grosse notion de communication auprès du consommateur, parce que souvent les pains qui sont transformés, c'est aussi des pains au levain, et du coup plutôt des gros pains, pas forcément des baguettes. Et donc il y avait un gros travail de dire, bah oui mais regardez, votre pain d'1 kilo, il coûte 8 € peut-être, entre 6 et 8 €. Mais en fait si vous réfléchissez, quand vous achetez une baguette, elle va vous coûter beaucoup moins que ça, mais elle va peser 200 grammes. Et il y avait vraiment une notion de dire, mais oui, en fait, si on multiplie le prix d'une baguette et qu'on regarde son prix au kilo, il est pas si loin. Enfin, l'objectif, en tout cas, c'était de faire en sorte que le prix d'1 kilo de pain issu de semences paysannes transformé au levain soit pas beaucoup plus cher que le prix au kilo d'une baguette. Non, mais c'est vrai qu'on peut voir un prix fort, mais parce que d'habitude on achète en plus petite quantité. Voilà. Mais le pain au levain se conservant mieux, on va vraiment le finir. Parfois les baguettes en fait on les finit pas parce que ça sèche plus vite, donc l'un dans l'autre on s'y retrouve. Il y a peut-être quand même toujours des fois le fait que ce soit des variétés paysannes que ce soit un peu plus cher quand même parce qu'il y a un gros travail, et là on va en arriver sur la question du travail de sélection des variétés paysannes. Qui le paye, comment on le rémunère, justement. Parce que souvent, les variétés anciennes ou variétés paysannes sont un peu plus chères, enfin les produits issus de ces variétés-là. Est-ce que ce serait pas en lien avec le travail de sélection ? Oui, tout à l'heure, on a abordé du coup le fait que les agriculteurs, ils assument une grosse partie des risques parce que au niveau de la météo et même de la fluctuation du marché. Ouais, en fait, c'est des questions surtout de météo. Voilà. Quand il y a plus de blé une année ou moins de blé une année, c'est assez généralisé à l'échelle d'un pays en général à cause des conditions climatiques. Oui. Et ça, il y a que les agriculteurs malheureusement qui en dépendent. C'est ça. Et souvent, pour les variétés paysannes, c'est aussi les agriculteurs qui assument
la grande majorité, voire la totalité du travail de sélection, donc de recherche sur les variétés paysannes et de choix de ces variétés-là. Alors comme je disais, souvent c'est fait en groupe, hein, on en a parlé déjà dans d'autres épisodes, il y a des structures qui soutiennent le travail des paysans, mais c'est quand même eux et elles qui font ce travail de mettre des variétés dans leur champ, les multiplier, les observer et ensuite décider de les mélanger pour faire une population qu'ils vont cultiver à l'échelle de leur ferme. Et du coup, ce travail de sélection, souvent quand même, il est plutôt bénévole. Et donc, pour l'instant, comment le rémunérer ? Personne n'a vraiment trop répondu à cette question exactement, mais il y a quand même des agriculteurs qui disent, bah voilà, moi je vends mon blé issu de semences paysannes un peu plus cher parce que je fais ce travail-là. Ouais. C'est un peu quand même la réponse qui est trouvée par certains agriculteurs et agricultrices. Mais il y a eu quand même des réflexions. Par exemple, à Graines de Noé ou, encore une fois, à l'ADR Nord, il y avait une question de dire, est-ce que on n'essaierait pas de reverser un certain pourcentage des bénéfices de chaque acteur de la filière, donc c'est-à-dire par exemple des meuniers, des transformateurs, des boulangers, qui reverseraient un petit pourcentage de leurs ventes sur les produits issus de semences paysannes à l'association qui soutient ce travail de sélection pour ensuite redistribuer à l'échelle des paysans paysannes qui font ce travail-là. Ou alors au moins que le travail de l'animateur qui accompagne ce travail de sélection puisse au moins en partie financer par la filière. Oui, complètement, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais en fait les animateurs, animatrices qui sont derrière les agriculteurs font aussi un gros travail, par exemple de prise de données. De collecte de données. De collecte de données et d'animation en fait de ce travail-là. Et alors, tout ce que tu as décrit depuis la ferme jusqu'au rayon du magasin ou à l'étal chez les agriculteurs ou sur les marchés, et en fait ça m'a l'air de demander pas mal d'organisation et de dialogue entre les différents acteurs qui n'évoluent pas du tout dans les mêmes mondes. Alors comment ils font tous ces acteurs des filières pour mettre en place des règles de fonctionnement ? Est-ce que tu as des exemples ? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui était un peu en fil rouge dans tout ce qu'on a discuté avant, mais pour faire un collectif, il faut souvent discuter ensemble de comment on fait ensemble. Et du coup, ça c'est toujours un travail qui est spécifique au groupe. Il n'y a jamais de règles qu'on pourrait préétablir de « Ah, si vous voulez faire une filière blé paysan, vous allez pouvoir faire ça, ça, ça ». C'est vraiment l'idée déjà de juste se mettre autour de la table et de discuter en fonction des spécificités de chaque acteur, de comment on va s'organiser. Ce qui ressort quand même assez régulièrement, c'est que les groupes mettent en place des chartes, donc des papiers qui vont être signés par tous les acteurs des filières, pour dire, les agriculteurs et agricultrices, on s'engage, on disait par exemple, on s'engage à n'utiliser que des semences paysannes pour cette filière-là, on s'engage à cultiver dans des conditions d'agriculture biologique, on s'engage à venir aux réunions au moins de la filière au moins 2 fois par an, voilà. Donc c'est tout ça qui peut être mis dans la charte. Ce sont des règles collectives en fait que les acteurs se fixent ensemble en fait. Voilà. Et par exemple, la structure Flore des Peira, leur charte, elle est, on peut la trouver sur leur site internet. Elle est publique. Okay. Et si vous allez sur le site, vous trouverez dans comment on fonctionne, je crois. Voilà, les règles qui sont préétablies, et souvent elles sont préétablies acteur par acteur. Parfois, il y a aussi des questions sur comment on rentre dans cette filière-là. Parce que comme Estelle l'a dit au début, les semences paysannes, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus, ou les variétés anciennes par exemple. Et donc il peut y avoir aussi une forme d'opportunisme de certains acteurs qui se disent « Ah bah oui, ça va être super intéressant, je vais pouvoir attirer peut-être des nouveaux clients en rentrant dans ces filières-là ». Et donc l'idée c'est que, on le disait, le collectif et l'engagement dans le collectif, il a une part importante autour des semences paysannes. Et souvent, du coup, dans les chartes, c'est dit,
pour pouvoir rentrer dans la filière, il faut s'engager à soutenir le collectif, à être présente aux réunions. Donc souvent, il y a un peu des règles d'entrée comme ça qui vont aider à structurer le collectif. Et à faire qu'ils vivent de manière dynamique, en fait. Voilà, et à conserver la dynamique. Et puis aussi, dans l'organisation, souvent va se poser la question de est-ce qu'on met en place un label, une marque autour de notre travail. Et donc ça, c'est aussi une grande question, parce que les marques, c'est vrai que c'est intéressant, mais ça peut aussi être enfermant. Avoir une image peut-être trop marketing par rapport à l'idée qu'on peut avoir de ces produits semences paysannes. Certains ne sont pas d'accord, alors que d'autres disent bah oui, mais si on veut le vendre, il faudrait bien quand même être identifié. Ouais, c'est pas simple. Ouais, puis après ça peut aussi être récupéré entre guillemets des grandes enseignes qui vont dire ah regardez, on a telle marque et donc ça va devenir un argument de vente, et parfois il y a certaines filières qui veulent pas être utilisées de cette manière-là en fait par d'autres acteurs. Ok. Et alors en conclusion, quelques dernières questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de filières blé paysan ou céréales paysannes en France ? Alors il y en a de plus en plus, mais c'est difficile de donner un nombre parce qu'il y a certaines organisations par exemple qui vont d'elles-mêmes adhérer au réseau semences paysannes, et donc là on va les connaître. Comme disait Estelle au début, ça a toujours tendance à être des initiatives qui sont assez locales, assez territorialisées, et donc elles vont pouvoir être connues en local, mais c'est plus difficile de toutes les connaître. Mais il y a une initiative qui a quelques années déjà qui s'appelle Céréalocal. Donc ça c'est un site qui recense les filières justement qui travaillent autour des céréales. Donc avec ce site Céréalocal et cette initiative, en fait on peut aller voir si on trouve quelque chose proche de chez nous. Oui, sinon, voilà. on fait comment, voilà. C'est possible, mais il y a un peu peut-être des petits tips ou des petites techniques à avoir quand même pour trouver ça. Par exemple, vous pouvez simplement en demandant par exemple sur les marchés, vos artisans boulangers ou les paysans boulangers, vous pouvez leur demander si le pain que vous allez manger, il est issu de semences paysannes. Et pour des structures un peu plus importantes, parfois sur les paquets, sur les emballages, il y a quelques mots-clés. On va retrouver par exemple semences anciennes. Parfois on entend quand même parler de semences paysannes. Ça peut être écrit ce blé a été produit par un travail collectif entre des agriculteurs. Ah oui, et là il faut traduire semences paysannes, etc. Voilà. Donc c'est un peu, il faut un peu creuser. Mais ce qui est important aussi, c'est, comme je disais, de poser la question. Parce que si aussi il y a une demande de la part des consommateurs et consommatrices, ça va encourager aussi des structures à être plus demandeuses, par exemple des distributeurs, à être plus demandeurs de céréales issues de semences paysannes, ou ça va aussi encourager certains paysans à mettre en avant ce travail-là, parce qu'on connaît aussi des paysans qui font des semences paysannes mais qui en parlent pas forcément. Et donc c'est aussi en parlant qu'on fait effet boule de neige. Mais c'est vrai que c'est pas si facile toujours de trouver des produits issus de semences paysannes. Et je pense quand même aux produits de la Biocoop. Si vous allez dans votre Biocoop, vous pouvez trouver des farines qui sont écrites farine de blé ancien. Et en fait ça c'est issu d'un travail des associations de semences paysannes et d'une coopérative pour vendre des produits issus de semences paysannes. Et il y a aussi certains produits, peut-être plus locaux, de filières locales, parce que Biocoop, les magasins Biocoop peuvent aussi s'approvisionner, et sûrement aussi d'autres magasins bio, s'approvisionnent auprès de transformateurs locaux. Il y en a qui mettent en avant ces semences paysannes, mais il faut chercher, du coup, il faut demander dans ces magasins s'ils ont des produits comme ça, etc. En fait, il faut que vous fassiez votre enquête. C'est ça. Et là, il n'y a pas une règle à respecter, c'est vraiment questionner pour stimuler l'intérêt sur ce type de produit. Et alors, du coup, pour finir, est-ce qu'on peut résumer un petit peu les ingrédients importants pour construire des filières issues de semences paysannes ? Alors, comme on disait, il n'y a pas de modèle tout prêt à appliquer, comme il n'y a pas de charte toute faite pour un collectif qui voudrait monter une filière autour des semences paysannes. Mais en gros, ce qu'on retient, c'est que c'est important d'avoir tous les types d'acteurs autour de la table
pour notamment discuter du prix du grain, inclure le coût de la sélection dans ce prix-là, pour discuter des techniques de transformation à chaque étape de la filière, et puis pour, si on en a besoin, mettre en place une charte pour la gouvernance, et puis pour mettre en place aussi des techniques de communication. Est-ce qu'on fait une marque? Est-ce qu'on fait un label? Qu'est-ce qu'on écrit sur les paquets? Voilà. Mais en gros, ce qui est vraiment important, voilà, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de s'adapter comme la biodiversité le fait. C'est de s'adapter au terroir, aux consommateurs. Aux acteurs qui font ce groupe finalement. Chaque groupe va être différent. Tous les choix de chaque filière peuvent être différents parce que c'est des acteurs différents, quoi. C'est ça. Et on a très peu parlé d'ailleurs pendant cet échange-là des consommateurs et consommatrices. Mais oui. Mais en fait, il peut y avoir aussi des consommateurs qui se mettent autour de cette fameuse table. Je pense notamment à l'association là dont on a parlé au début, Triticum, où en fait dans cette association, elle a été créée par des citoyens à la base qui voulaient se réapproprier toutes ces questions d'autonomie alimentaire, de semences. Notamment le groupe de Belle-Île aussi que t'accompagnes. Oui, du grain au pain et pas que. Voilà. Ce sont des citoyens qui veulent du coup manger du pain, ou des crêpes avec du blé qui a été produit à Belle-Île, parce qu'en plus en situation insulaire, ça a beaucoup de sens de manger local. Et sachant qu'il n'y a pas de blé qui est cultivé à Belle-Île. Ou extrêmement peu, et en tout cas le peu qu'il y a, c'est surtout depuis qu'il y a cette association et 1 ou 2 paysans boulangers qui se sont installés. Mais voilà, l'initiative vient de consommateurs, ou de citoyens. Donc voilà, ça peut aussi être intéressant de mettre ces citoyens dans la boucle. Notamment, on parlait du prix, de pouvoir discuter avec eux de quel est le prix qu'ils sont prêts à payer pour ce type de produit. Ok, et donc on vous donnera des exemples des différentes filières dont on parle. Dans la description de l'épisode, on mettra des liens vers des sites de filières qui existent déjà pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui existe. On vous mettra le lien vers le rapport d'Emma. Vers le site Céréalocal aussi. Vers le site Céréalocal où il y a encore d'autres liens vers d'autres initiatives. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce qui existe. Et pourquoi pas découvrir une filière près de chez vous pour aller vous approvisionner. Et bien maintenant vous en savez plus sur ce que sont les filières céréales paysannes et aussi comment trouver ces produits issus de la biodiversité cultivée pour les mettre dans vos assiettes. Et surtout en tant que consommateur ou consommateur, pour qu'il y ait plus de biodiversité cultivée, nous on vous conseille de demander des produits issus de populations et pas forcément d'une certaine variété ou de variété ancienne, mais plutôt population paysanne. Et évidemment, si vous avez des questions ou des remarques, on sera ravis de les lire et de vous répondre. Alors écrivez-nous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez le soutenir en le faisant connaître autour de vous. On est sur Facebook et Instagram, @d'une graine aux autres. C'est fini pour aujourd'hui. On aura plaisir à se retrouver pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!